Alors pour le premier vin, j'aurais été tenté de mettre mon Riesling Grand Cru, puisque c'est quand même une très belle réussite sur le Kirchberg de Bar. Mais ici, traditionnellement, dans le village, on produisait dans le temps au moins 30% de Sylvaner. C'était un peu une assurance tout risque, quel que soit le climat, on était sûr d'avoir une production. Et c'est un vin qui a toujours bien réussi dans ce secteur-là. Peut-être justement à cause des terrains lourds, argileux, comme je le disais tout à l'heure. Donc j'ai finalement choisi un Sylvaner, aussi parce que c'était un petit peu le vilain petit canard. Il a été beaucoup décrié. Le Sylvaner était quand même... Je pense que les vignerons alsaciens l'ont mal utilisé. À l'époque productiviste, on en faisait trop, on demandait trop au pied de vigne. On avait certaines années d'un climat un peu moyen, le raisin il n'était tout simplement pas suffisamment mûr. Ça nous donnait un petit vin léger qui pouvait encore trouver un marché à une époque, mais ce marché a disparu. Et donc les vignerons ont fini par ne plus du tout planter de Sylvaner. Il a tellement régressé qu'au final, il ne restait plus que des vieilles vignes et le Sylvaner n'a jamais été aussi bon qu'en ce moment. On a tous les ans du raisin parfaitement mûr, avec un vin même de caractère, là, comme au-dessus de Bar, où on a ce terrain calcaire qui donne une vivacité, une présence, une concentration. On en fait un vin qui est très très différent de ce qu'on pouvait imaginer avec ce mot de Sylvaner. Mais malheureusement, il a encore cette réputation qui lui colle à la peau et on pense toujours encore petit vin. Mais je crois que c'est de nouveau en train de changer, mais pour changer, il a fallu, je dirais presque malheureusement, en faire un vin d'apéritif. Il a fallu faire des vendanges tardives, laisser en surmaturation pour que les médias s'intéressent et reparlent un jour d'une bouteille de Sylvaner. Et c'est par ce biais-là qu'on est en train d'ailleurs de remonter oui. D'ailleurs, on nous redemande maintenant parfois des échantillons de Sylvaner. Ah, oui. Alors que longtemps, il s'est tombé dans l'oubli. Oui. Bon, il est quand même presque tombé dans l'oubli chez nous, puisque moi, il me reste, sur mes 7 hectares, il me reste 20 arts de Sylvaner. Donc, c'est quand même pas grand-chose. Mais j'en avais replanté pour éviter de ne plus en avoir du tout. Ce qui risquait d'arriver avec les vieilles vignes qui vieillissent, et puis qu'on finit par arracher. Et si on n'en a pas replanté une autre suffisamment tôt, ben à un moment donné, on n'a plus du tout de vin digne de ce nom-là. Et votre père, il avait plus de Sylvaner à son époque? Ah, bah, à une époque, il avait 30% de Sylvaner. Ouais. Ah, oui. On va mettre un petit peu là. Donc là, on est sur un Sylvaner 2019. Côte de Bar, c'est dans le film précédent, c'est là où on a fait les vendanges en 2020. Ok. Le Sylvaner, c'est toujours délicat, c'est discret au nez. Un côté tisane. Et c'est un vin qui se démarque surtout par sa fine acidité qui picote sur la langue, le côté rafraîchissant, et c'est ce qu'on cherche finalement avec le Sylvaner traditionnel. Dans toutes les conseils gastronomiques, c'est quand même toujours pour les entrées, les poissons, les fruits de mer, partout où il faut cette vivacité citronnée. Et même la choucroute. Donc, on n'est même pas obligé de prendre toujours un Riesling pour la choucroute. On est loin du petit vin de comptoir qui servait aux ouvriers avant de se mettre au boulot dans l'usine. Ouais. Bon, c'est bon. Et la vinification se fait de manière classique. J'ai encore beaucoup de foudre en bois. Donc celui-là, à la limite, on peut détecter un tout petit peu une petite note qui serait venue du bois sans... Évidemment, c'est pas du bois neuf.
Mais une toute petite nuance qui le différencie d'un vin qui n'aurait passé que en inox pendant toute la durée de vinification. Sinon, pour la vinification, bon, moi, je ne fais rien d'extraordinaire. Je vinifie avec des levures indigènes. J'ai mon propre levain que je fais avec mes raisins. Et à part ça, je fais ce que fait un peu tout le monde. Donc la différenciation chez moi, ce n'est que le raisin, la nature du sol au départ. Et je suis quand même en bio depuis, donc officiellement en 2008, même si je le suis déjà sur ce chemin-là depuis le tout début de ma carrière. Mais bon, j'ai été progressif dans l'évolution. Mais la vinification, évidemment, elle respecte le cahier des charges bio. Et vous l'avez mis en bouteille à quel moment? Celui-là en juillet de l'année suivante. Même si c'est du sylvaner, je l'ai gardé en tonneau jusqu'au mois de juillet. Ouais. Je le mets rarement en bouteille, plutôt, sauf peut-être un rosé, un muscat, ce genre de choses qu'on va éviter de laisser évoluer et peut-être qu'il pourrait perdre quelques arômes. Donc je mets en bouteille plutôt, le plus gros est mis en bouteille en juillet. Ouais. Dans le temps, on attendait même un peu plus longtemps, mais l'avancée végétative fait qu'on est obligé de commencer à vendanger le crément fin août, donc on ne va pas encore mettre en bouteille en début septembre. Oui, puis il faut libérer les tonneaux. Il faut libérer les tonneaux, oui. C'est sûr, ouais. Alors, le logo, là? Ah oui, en fait, je cherchais à faire évoluer les étiquettes et je voulais sortir un peu des logos raisins, blasons de village. Et dans le même temps, je cherchais à me démarquer en me disant je suis vigneron indépendant. J'ai toutes mes vignes vraiment à 2 km de la maison au maximum. On ne peut pas faire beaucoup plus local. Donc moi je vais me mettre une rose des vents avec les coordonnées GPS du longitude, latitude du petit secteur de Heiligenstein et de Bar. Je n'ai pas été précis au point que vous pouvez venir chez moi avec votre GPS. Parce que j'ai fait ça à une époque où les GPS n'étaient pas encore installés dans les voitures. Donc j'avais pris les chiffres un peu plus approximatifs. Mais ce qui me dérangeait aussi, c'est que des vins industriels peuvent se retrouver mis en bouteille à la propriété. Et donc je me suis dit, c'est quand même un petit peu injuste par rapport au client qui va s'imaginer que c'est un vin d'un petit propriétaire et derrière il y a peut-être une structure qui vend 3 millions de bouteilles. Donc c'était un peu pour ça que j'ai fait ça. On ne peut pas me le contester parce qu'effectivement, moi j'ai toutes mes vignes dans un tout petit rayon dans le secteur. Voilà. Donc un produit très local. Et c'était une bonne chose parce que maintenant on reconnaît souvent nos bouteilles qui sont sur une table, un buffet. Enfin, on voit tout de suite, en ayant gardé la collerette qui semble un petit peu démodée maintenant, que les gens ont abandonné, surtout par souci de technique d'étiquetage, peut-être même pas par esthétique, mais parce que c'est un peu embêtant, ça peut tomber dans la machine, la colle, donc ça s'étiquette moins bien.